Des maths à Degemermat, mes chers auditeurs. Je suis le Marweiler et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une lecture et pour un commentaire d'un livre, enfin plus exactement d'un pamphlet, rédigé par Vladimir Lénine à l'occasion de la Seconde Internationale communiste, appelé La maladie infantile du communisme, aussi connue sous le nom de gauchisme. Alors, je vous rassure tout de suite, mes chers auditeurs, non, le Marweiler n'a pas sombré dans le communisme, il n'a pas adopté les doctrines rouges, je vous rassure tout de suite. Non, il s'agit tout simplement de commenter cet ouvrage dans une double optique, d'une part celle de connaître l'ennemi, connaître son raisonnement, mais aussi pour comprendre et pour déduire les stratégies de la lutte révolutionnaire. En effet, il est important de comprendre que si Vladimir Lénine était un fou, un bandit, et qu'il suivait une idéologie maléfique qui est la deuxième idéologie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, à savoir le communisme, je crois qu'il était sincère dans son adhésion au communisme, et donc ses pratiques, ses techniques et son engagement, et sa manière de penser aussi, je pense, méritent d'être étudiées pour être comprises. Alors du coup, ce fascicule, la maladie infantile du gauchisme, au final, c'est quoi? Eh bien, c'est un livret d'une cinquantaine de pages qui a été rédigé donc en avril 1920 à l'occasion de la Seconde Internationale communiste, comme je l'ai indiqué en introduction, et qui consiste en fait à exercer une réflexion pratique sur un certain nombre d'éléments de réflexion et d'action propres, eh bien, pourrait-on dire, à la dialectique révolutionnaire. Et notamment, en fait, les points qui sont abordés dans cet ouvrage, c'est d'une part de comprendre les raisons du succès des bolcheviks, en Russie en tout cas, et aussi de poser la question, en fait, de la pureté militante et de ce qu'on pourrait appeler le compromis ou de la compromission, de l'opportunisme, etc. Donc pour cela, Vladimir Ilitch Lénine prend pour exemple donc non seulement la révolution là où elle a réussi, c'est-à-dire en Russie, mais également là où elle est en cours, donc principalement en Angleterre, en Allemagne et en France. Donc ce texte se veut être une critique de ce que Vladimir Ilitch Lénine appelle le gauchisme. Et nous, à travers une courte analyse de ce texte, nous allons étudier les leçons qui sont offertes dans ce texte du point de vue non pas du communisme bien sûr, mais de la dialectique révolutionnaire en général. En effet, il faut comprendre qu'une fois débarrassé de ces éléments de langage communiste, gauchiste, marxiste, tout ce qu'on veut, eh bien ce texte peut se révéler un enseignement précieux pour toute personne cherchant à mener un combat révolutionnaire de quelque nature que ce soit. Aussi, nous aborderons cette étude, donc l'étude de ce texte, sous trois angles. Premièrement, la question de la pureté militante. Deuxièmement, les nécessités de la lutte révolutionnaire, qui découlent d'ailleurs en partie de la question de la pureté militante. Et troisièmement, les mouvements agrégés, avec lesquels le mouvement révolutionnaire réel, le noyau révolutionnaire, doit composer, ou le cas échéant, qu'il doit combattre. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'un ordre chronologique, il s'agit simplement là d'axes de développement que nous mélangerons donc selon les besoins. Alors avant tout, une petite remise en contexte historique. En 1920, avril 1920, donc le communisme a triomphé en Russie, les forces marxistes-léninistes sont vainqueurs, la guerre civile désastreuse qui ravageait la Russie a pris fin, et les bolcheviks sont seuls vainqueurs et seuls au pouvoir de la Russie, et c'est dans ce contexte-là qu'ils convoquent la Seconde Internationale.
Au même moment, de nombreux mouvements communistes dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, particulièrement en Allemagne, en Italie, en Angleterre et en France, mais aussi en Espagne, se développent et tentent de la même manière d'évoluer, on pourrait dire, dans les méandres de la politique pour, à leur tour, prendre le pouvoir afin d'amener la tant attendue dictature prolétarienne. Du point de vue de Lénine, ce texte est donc ce qu'on pourrait appeler un rapport d'expérience, un mémoire professionnel, si j'ose dire. Lénine est un professionnel de la Révolution, il a pu étudier, comprendre, expérimenter ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et à ce regard-là, ce texte constitue un véritable rapport d'expérience, notamment par rapport aux mouvements justement en France, en Angleterre, etc., qui sont en train de se développer, de suivre la voie communiste avec moins de succès. On le saura par la suite, mais à cette époque-là, on ne le sait pas encore. Et donc ce texte cherche à expliquer, en quelque sorte, les fondements de la méthode pour une dialectique révolutionnaire véritable. Dans un premier temps, ce qu'il faut donc étudier, c'est les forces en présence, à savoir les groupes avec lesquels les bolcheviks ont dû composer ou auxquels ils se sont opposés, afin de mener à son terme la révolution. Donc il observe parmi les groupes qui tendent à s'agréger autour des mouvements révolutionnaires 3 tendances. D'une part, ce qu'il appelle le gauchisme, ce qui est, on peut appeler, la résultante de la pureté militante. D'autre part, ce qu'on pourrait appeler les révolutionnaires à la petite semaine, c'est-à-dire les gens qui se dressent pendant un moment sous le coup de la colère, mais dont la colère justement retombe bien vite. Et enfin, au sein de ceux qui voudraient, entre guillemets, faire avancer la cause, ce qu'on pourrait appeler les réformistes. Et on va commencer par cela. Les réformistes, donc ce qui était en Russie les mencheviks, sont donc ceux qui croyaient utiliser en quelque sorte exclusivement la voie légale, on pourrait même dire la voie parlementaire pour être plus exact, afin d'arriver à leur fin. Et ces mencheviks, donc, ont cru, on pourrait dire, à la voie de la réforme pure et simple du système de l'intérieur, on pourrait dire, sans action révolutionnaire. Donc ces mencheviks, on les retrouve dans tous les mouvements révolutionnaires, dans tous les mouvements séparatistes, dans tous les mouvements du monde, dans l'absolu. Ce sont les gens qui croient que en utilisant le système, et par le système, et pour le système, donc en fait ils croient à la perpétuation du système en vue de l'accomplissement de leurs objectifs, parfois révolutionnaires, mais pas toujours. D'ailleurs, le mouvement breton n'est pas exempt de l'existence de ces réformistes. L'exemple le plus criant du réformisme dans le nationalisme breton, c'est le Parti breton, qui est un parfait exemple de réformisme au sens révolutionnaire du terme, qui serait, en Russie en 1917, qui aurait été l'équivalent des mencheviks. Et en fait, ce sont des gens qui croient que, en jouant non seulement selon les règles du système, mais aussi pour le système, ils arriveront à leur fin. Et la réalité est que non. La tendance opposée, c'est la tendance dite de la pureté militante. Donc c'est-à-dire, ce sont les gens qui se disent nous refusons tout compromis, toute discussion avec tout groupe que ce soit qui ne cherche pas à amener la révolution prolétarienne. Donc ça, c'est dans le livre de Lénine. En fait, c'est ce que Lénine appelle les gauches, et ce que par facilité nous appellerons les gauchistes, qui sont basiquement tous les individus qui ne voient que la finalité de la cause, et croient qu'en se mettant totalement à l'écart de tout ce qui existe autour d'eux, en termes de système, en termes de dynamique des masses, etc., on arrivera à conduire une action révolutionnaire. En 1920, donc, les gauches étaient incarnées par, notamment en Allemagne, la Ligue spartakiste, ou en Angleterre par les trade unions, qui étaient basiquement des syndicats communistes. Et l'idéologie de ces gauches, du coup, était véritablement de n'effectuer aucune compromission, aucun compromis avec ce qu'ils appelaient le système bourgeois, même si ces compromis pouvaient les aider à faire triompher la révolution. Par exemple, ils se disaient entre eux, jamais nous ne siégerons au Parlement bourgeois,
nous nous refusons catégoriquement à jouer selon les règles du système, afin que notre engagement reste pur jusqu'au jour de la lutte finale, etc., etc., etc. Bien entendu, du point de vue d'un politicien, au sens large du terme et non pas au sens péjoratif du terme, c'est une idée aussi naïve que risible, puisque les masses vivent dans le système, et que c'est les masses que nous voulons faire adhérer à notre révolution, nous sommes contraints d'aller les chercher dans le système. Nous n'avons pas d'autre possibilité que de jouer dans une certaine mesure, et je dis bien dans une certaine mesure, selon les règles du système, c'est-à-dire utiliser le système politique dans lequel nous sommes, mais non pas avec comme finalité la perpétuation du système, mais le propre accomplissement de nos objectifs révolutionnaires. Et l'on voit bien, du coup, cette différence, cette distinction entre, d'une part, les mencheviks, les réformistes, qui croient au système et qui participent à sa perpétuation et du coup ne le menacent absolument pas, et de l'autre côté, effectivement, ces gens qui se disent au nom de la pureté militante, jamais nous ne nous engagerons dans les parlements du système, etc. La pureté militante, tout comme les réformistes, se retrouve encore une fois dans le mouvement breton. Il s'agit de ces gens qui ne sont disposés à absolument aucune discussion, aucun compromis avec toute personne qui ne serait pas exactement de manière très précise sur leur ligne. Et j'en connais quelques-unes de ces personnes. Il y en a même qui ont milité au Parti national breton et qui l'ont quitté depuis, précisément à cause de cette pureté militante, et qu'à cause de ça, ils n'arrivaient à rien. Nous ne pouvons pas toucher les masses bretonnes si nous nous refusons à entrer dans le système pour nous faire connaître d'elle. Mais en même temps, le système n'est pas une fin, il n'est qu'un moyen pour l'accomplissement de la lutte révolutionnaire. Enfin, la troisième catégorie, ce sont ce qu'on pourrait appeler les révoltés d'un temps. Ce sont les personnes qui, écrasées par l'injustice de la situation dans laquelle ils vivent, ils se révoltent, ils s'enflamment d'un coup pendant un temps. Alors ils vont militer, ils vont agir pour l'équivalent de la lutte finale ou ce qui est dans leurs causes respectives. Mais faute d'un enracinement, puisque ces gens en fait ne sont que les coléreux d'un temps, ils suivent l'émotion, ils restent émotionnels et en fait fatalement, faute d'un noyautage révolutionnaire, leur mouvement va s'essouffler de lui-même, puisque, malheureusement, un certain nombre de gens n'ont pas réellement de discipline ni de volonté d'agir. Et en fait, beaucoup de mouvements très modernes ont été affectés justement de ce fléau, de la colère d'un temps qui s'enflamme pendant un court laps de temps, et en fait qui, faute de capacité à se transformer en un authentique mouvement révolutionnaire, est mort de lui-même. Le plus parfait exemple de ça, dans l'État français, dans l'Hexagone, c'est les Gilets jaunes, c'est le mouvement des Gilets jaunes. En fait, ce mouvement a refusé de se laisser noyauter par un groupe d'action révolutionnaire, si j'ose dire, et à cause de cela, il a fini par s'essouffler purement et simplement et par s'éteindre, sans aucun accomplissement, sans aucun résultat réel. Et ce mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment l'expression de la colère d'un temps dont parle Lénine justement dans son livre. C'est véritablement cette expression de gens qui sont effectivement écrasés par la souffrance imposée par une classe dirigeante aussi maléfique que stupide, mais qui, au bout du compte, au bout de 6 mois, d'un an, d'un relatif embrasement, etc., ils ont fini par s'essouffler, parce qu'ils n'ont pas voulu que leur mouvement soit récupéré, parce que, en fait, on leur a appris, on leur a inculqué que la récupération politique, avec des gros guillemets, c'est le mal. Or, ils sont la démonstration parfaite, justement, que sans récupération politique, sans action révolutionnaire de long terme, aucun mouvement ne peut, arriver à son terme. Une autre question qui est développée dans ce livret, c'est la relation que nous devons avoir en tant que mouvement révolutionnaire, en tant que personne révolutionnaire, avec ce qu'on pourrait appeler le compromis, et avec, dans une certaine mesure, bien évidemment, la pureté militante.
À ce niveau-là, Lénine est extrêmement clair. En fait, de la même manière que la pureté militante est un danger pour tout mouvement révolutionnaire, mais aussi, bien entendu, que le réformisme est une impasse pour ce même mouvement révolutionnaire, eh bien, de la même manière, il est nécessaire pour tout groupe révolutionnaire de faire ce qu'on pourrait appeler de la politique politicienne. Aussi déplaisant que ce soit, je veux bien le comprendre. Déjà parce que primairement, le matériel humain que nous recevons, avec lequel nous devons travailler, est toujours systématiquement un produit de son temps. Ce n'est jamais un idéal du groupe révolutionnaire auquel il aspire. De plus, le groupe révolutionnaire souhaite que la masse adhère à ses idées. Et pour cela, il faut que non seulement il soit accessible à la masse, mais aussi que la masse lui soit accessible. Alors quand je dis la masse, c'est l'ensemble de la population, sans considération péjorative ou autre. Et pour cela, il n'a pas d'autre choix que d'intervenir à travers les canaux auxquels les populations, les gens, pourrait-on dire, sont habitués. Du temps de Lénine, c'était les syndicats, et donc c'est pour cela que Lénine encourageait les communistes à s'investir dans les syndicats, même ceux qui étaient apolitiques. De notre temps, ce sont toutes les associations culturelles, médiatiques, etc. En fait, il s'agit purement et simplement, pour les groupes révolutionnaires, de pratiquer l'entrisme partout où c'est possible. Et ça inclut aussi les structures politiques du système. Et également passer des alliances avec tel ou tel groupe selon les circonstances et les intérêts, mais bien entendu toujours en gardant en mémoire la finalité du combat révolutionnaire. C'est de la même manière que dans son texte, Lénine appelle les communistes en Angleterre à former des alliances de circonstances avec ce qu'on pourrait appeler les progressistes de l'époque contre les conservateurs de George Lloyd et Churchill. Non dans le but de faire triompher ces Hankerson et autres, mais bien d'avoir en fait assise dont profiter par la suite. En fait, jouer le jeu politicien dans la mesure où cela favorise les intérêts du mouvement révolutionnaire. Alors au final, pour nous, quelles leçons tirer de ce fascicule? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Eh bien, en premier lieu, nous avons un double écueil à éviter. C'est à la fois l'écueil du réformisme, mais aussi l'écueil de la pureté militante. Ce n'est pas de l'intérieur du système que nous changerons le système. En revanche, nous ne pourrons nous passer d'utiliser le système pour arriver à nos fins. C'est ça, la réalité du combat révolutionnaire. De plus, ça dit quelque chose par rapport à notre comportement intérieur comme extérieur en tant que militants de la cause bretonne. En effet, nous devons non pas nous départir de la colère, mais dépasser la colère, puisque la colère est une émotion d'un temps et que notre combat révolutionnaire a vocation à durer des années, des décennies, etc. Et donc, si nous agissons sur notre colère seule et pas sur le raisonnement et la détermination qui sont propres aux militants révolutionnaires, alors notre combat ne dure qu'un temps et notre mouvement disparaît au bout d'un an grand maximum. En fait, il nous faut non pas la pureté militante, mais bien la rigueur militante, la discipline militante, qui dépasse la simple colère, le simple embrasement d'un moment, pour être véritablement un travail dans la durée. Et aussi, en tant que militants nationalistes, nous avons un devoir de pénétrer les masses, c'est-à-dire de vivre dans les masses. Nous avons le devoir de parler avec le, pardonnez-moi l'expression, le lambda, vous voyez, l'individu de base. Pour reprendre encore une fois les mots de Lénine, hein, pour que le jour où effectivement l'embrasement a lieu, il soit de notre côté ou que, à minima, il ne nous oppose rien d'autre qu'une neutralité bienveillante. Encore une fois, pour paraphraser Lénine, ce qui différencie le révolté du militant, c'est que le militant est un acteur du temps long. Le révolté n'accomplit rien, sa colère est celle d'un moment, mais le militant agit sur la durée. Il agit sur le temps long. Un militant, c'est quelqu'un qui travaille sur 10 ans, sur 20 ans s'il le faut, sans jamais se décourager, qui prépare, le cas échéant, les générations suivantes. On le rappelle, le Parti communiste
russe a été formé en 1903. Ils n'ont pas pris le pouvoir avant 1920. Et avant 1903, il y avait, dès la toute fin du 19e siècle, un travail de pénétration des foules, justement, d'activités militantes. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'histoire ou qui s'en défient s'imaginent toujours que les révolutions sont un mouvement spontané qui sort de nulle part. Il n'en est rien. La révolution communiste a été préparée pendant 15 ans. De même, le soulèvement de l'Irlande de Pâques 1916, c'est quelque chose qui a été préparé pendant 15 ou 20 ans. Alors bien entendu, l'événement lui-même n'a pas été préparé pendant 15 ou 20 ans, mais les populations ont été travaillées en profondeur pendant 15 ou 20 ans. Les militants se sont organisés pendant 15 ou 20 ans. C'est un travail d'une génération, c'est un travail qui a pris énormément de temps. Et pour cela, en tant que militants révolutionnaires, en tant que militants nationalistes, nous n'avons pas d'autre choix que de nous astreindre à une discipline sur le temps long. Et une dernière chose, il ne faut pas hésiter à aller au contact des gens normaux, entre guillemets, leur montrer que nous sommes des êtres humains comme eux, des personnes lambda pratiquement, et que du coup notre posture est tout à fait raisonnable, que nous ne sommes ni des monstres, ni des fous furieux, mais au contraire que la doctrine que nous proposons, elle peut être adoptée par n'importe qui. Et ça, c'est très important. Il faut que la masse puisse adhérer, puisse se sentir la capacité d'adhérer à notre discours. Et ça, c'est encore une fois extrêmement important. Et encore une fois, je le dis sans embâche, pour arriver à nos fins, il nous faudra utiliser tous les moyens à notre disposition, chacun selon ses capacités, selon la situation et les besoins du moment. Dans une situation qui est sans cesse en évolution, qui est parfois difficile à prédire, il nous faut savoir la lire avec justesse et savoir agir de la manière appropriée dans une situation qui saura faire avancer tout le temps, en permanence, la cause militante nationaliste bretonne. Et c'est ça notre finalité. Et si cela doit nous amener à nous allier à des personnes dont nous n'avons, nous dirons poliment, qu'une appréciation extrêmement relative, eh bien qu'il en soit ainsi. Ces alliances seront temporaires, bien entendu, peut-être permanentes si jamais nous parvenons à rallier de manière efficace ces gens à nous. Bien entendu, des différences doctrinales mineures sont tout à fait possibles, que ce soit au sein du parti ou des personnes qui sont prêtes à travailler avec le parti. Nous ne prétendons pas imposer un dogme complet à toutes les personnes qui voudraient s'agréger autour de nous, bien au contraire. Mais dans toutes nos actions, nous devons garder une seule et unique finalité, l'objectif de notre combat, qui est tout simplement la libération nationale. À nous, donc, de savoir nous montrer lucides et rigoureux en toutes circonstances pour pouvoir mener le combat à son terme. Au bout du compte, voilà ce qu'on peut dire de ce livre, donc La maladie infantile du communisme, écrit par Lénine. C'est à partir du moment où on l'expurge de tous ces éléments de langage marxiste, communiste, etc., un véritable mode d'emploi pour une structure révolutionnaire, des écueils à éviter, des actions à réaliser, à mener à leur terme, parce qu'au final, les préceptes qu'il y a à retenir ne sont pas si nombreux que ça. Soyez persévérants et rigoureux dans la lutte, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la tentation du réformisme et ne cédez pas à celle de la pureté militante. Et ayez toujours à cœur d'être au plus près du peuple breton à qui vous devez vous adresser avec des outils qu'il est capable de comprendre et qu'il est capable de recevoir. Et surtout, ne pas céder à l'adversité, d'une part, mais ne pas se jeter dans ses bras non plus. Savoir quand louvoyer, quand s'en tenir aux actions légales, quand se permettre toute autre forme d'action, cela aussi est l'intelligence politique du révolutionnaire. C'est un jeu de dupes, c'est un jeu de temps long. Lénine l'avait très bien compris, il l'a très très bien appliqué, et c'est pour ça que les bolcheviks ont réussi à mener leur révolution. À nous, donc, d'en tirer les leçons qui s'imposent et de les appliquer
au jour d'aujourd'hui, au temps de notre temps, pour mener à la libération de notre pays, de notre nation et de notre peuple. Car la construction d'une Bretagne indépendante ne se fera pas sans son peuple. C'est tous ensemble, et seulement tous ensemble, chacun bien conscient de toutes les réalités nécessaires de l'action révolutionnaire, que nous pourrons construire une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breiz Atao.